Connais-toi toi-même est la devise inscrite sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La promesse est belle, mais comment se connaître soi-même? L'hypnose propose une plongée en soi à la découverte d'un allié précieux et mystérieux qu'on appelle l'inconscient. Comment découvrir ce qui nous anime, faire la connaissance de nous-mêmes pour mieux nous accepter, nous considérer, nous comprendre et nous aimer, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Connaissance de soi, connaissance du soi, devenir son meilleur ami. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. J'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Emmanuel Combe, hypnothérapeute, et Jean-François Marnion, écrivain et psychologue. Eh ben, merci pour l'invitation. Voilà, je vais vous demander de vous présenter un petit peu vous-même. Oh, ça commence bien. Moi, je suis psychologue. J'ai été pendant une dizaine d'années rédacteur en chef d'une revue de psychologie qui s'appelait Le Cercle Psy. Maintenant, je fais que des bouquins de vulgarisation de la psycho sur un peu tous les sujets, la culture pop, la connerie humaine. Oui, tu es un grand spécialiste de la connerie. Ah oui, oui, j'ai beaucoup pratiqué et j'entends bien continuer. Et tu es là aujourd'hui parce que tu as publié en 2022 La psycho qui rend fou et qui reprend des articles que tu as publiés dans le Cercle Psy. Ouais. Et dans ces articles, on va découvrir quel est le lien entre nos deux invités. Parce que donc on se connaît tous les trois un petit peu, mais vous vous êtes rencontrés il y a quelques années. Et Jean-Emmanuel, je te demande de te présenter. Et bah du coup, moi j'ai été reconnu au début comme étant un street hypnotiseur. Un street hypnotiseur, c'est quoi? Et ben, c'est quelqu'un qui va dans la rue pour hypnotiser des inconnus et qui leur propose une petite séance d'hypnose improvisée. Tu as pris goût parce que carrément, tu as lancé carrément un mouvement. C'est ça. Au début, je l'ai fait tout seul pendant quelques années. À Toulouse. Et puis voilà, et puis j'ai lancé un site en disant je vais raconter ce que je fais. C'était à la mode les blogs. Donc j'ai écrit quelques petits articles sur ce que je fais, j'ai publié des vidéos. Et alors là, tout le monde m'est tombé dessus. En mode mais c'est trop bien ce que tu fais, nous aussi on veut le faire, ça a l'air trop génial. Et je me suis laissé emporter par le mouvement et me voilà 15 ans plus tard. Oui. Et donc, toi, tu as commencé aussi très tôt l'hypnose parce que je crois que ça s'est passé au lycée et que la première personne que tu as hypnotisée, tu t'es dit, ouais, ça marche parce qu'elle est tombée par terre. Oui, je ne l'avais pas fait exprès en fait. J'avais 15 ans et demi et à l'époque, il n'y avait absolument pas d'émission sur l'hypnose, que je sache. Il n'y avait pas Internet, vous n'étiez pas né. Il n'y avait pas de magazine, il n'y avait rien du tout. Et vraiment, j'ai découvert l'hypnose et en 2-3 jours, ma vie a complètement basculé. Mon rapport à la réalité a complètement changé. Tu l'as découvert dans un bouquin? Non. En fait, j'ai découvert les expériences de mort imminente dans un article. J'avais jamais entendu parler de ce truc, ça m'a fait tomber de ma chaise. J'en ai parlé le lendemain à mon meilleur pote. De fil en aiguille, il m'a dit moi un jour, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu quelqu'un qui hypnotisait quelqu'un. Ok. Le jour d'après, il m'appelle, il me dit tiens, j'ai essayé, j'y arrive. Waouh. Alors je me dis bon, je vais essayer aussi. Enfin non, j'ai même pas dit ça. Je suis allé au lycée, j'ai vu un autre copain, je lui ai dit non, machin, il a hypnotisé. Ah bon, comment il a fait? Il a fait comme ça, et hop, le gars est tombé dans les pommes. J'ai hypnotisé sans le faire exprès. Alors là, pendant quelques semaines, je me suis beaucoup amusé au lycée à hypnotiser un peu tout le monde. Et même en cours, j'ai hypnotisé les gens en cours. Enfin, c'était assez rigolo. Mais du coup, comment tu as commencé toi aussi? Est-ce que tu as eu cette découverte de l'hypnose? Moi, c'était un peu moins glorieux. Moi, c'était suite à... pas glorieux du tout. Non, c'est suite à beaucoup d'années de dépression où j'étais vraiment pas bien. J'étais enfermé dans ma petite CTU de 9 mètres carrés. J'étais tout seul, j'étais isolé. Et je me suis penché sur le côté un peu ésotérique. J'ai découvert l'écriture automatique. Et j'ai voulu discuter avec mon ange gardien en essayant de me sauver de tous mes ennuis, pour pas dire de mots plus vulgaires. Et en fait, j'étais dans un état de santé très déplorable. Mon médecin, pas très inquiet, m'a renvoyé à la maison. Sauf qu'en fait, quand j'ai appelé donc une diabétologue en libéral pour dire voilà, j'ai des résultats, mon médecin s'inquiète pas, mais moi je m'inquiète. Elle m'a dit il faut aller aux urgences, direct. Et moi je me suis dit non, j'ose pas, j'ai peur, je faisais plus que 54 kilos. Imaginez ce que ça donne sur mon corps, 54 kilos. Je fais pas beaucoup plus, hein, tu sais. Moi, j'ai pas été habitué à 54 kilos longtemps, souvent dans ma vie. Et en fait, au début, je me suis dit, je vais me laisser mourir dans ma CTU, tant pis.
Et puis j'ai fait ce petit exercice. De peur de sortir dehors, comme de l'agoraphobie C'était en vraiment fait. de peur de savoir ce que j'avais. Parce qu'en fait, en quelques mois, j'ai perdu énormément de kilos, je buvais 10 litres d'eau par jour, j'allais faire pipi, machin. Et en fait, on m'a fait plein d'analyses, tout était redevenu négatif. Donc moi, ça y est, c'était je vais mourir, j'ai un cancer, j'ai un truc. Et mon médecin traitant était vraiment incompétent au possible. Et en fait, c'est cet ange gardien qui m'a écrit, en gros, arrête de déconner, va aux urgences. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça a été le pas qu'il me fallait pour y aller. Et je me suis écroulé aux urgences. Et donc, on m'a diagnostiqué un diabète de type 1. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je veux comprendre ce qu'il y a derrière. Et le côté ésotérique m'a fait un peu peur. Le côté esprit base astrale, démon, tout ça, ça me faisait vraiment flipper avec mon côté plutôt ingénieur informatique de base. Et donc je me suis lancé dans l'hypnose. Et voilà, j'ai choisi ce truc-là et je me suis dit, je vais essayer de comprendre comment fonctionne mon esprit, mon cerveau par ce biais-là. Et je me suis plus arrêté. Toi aussi, toi par contre, tu t'es arrêté parce que finalement, tu as découvert l'hypnose et puis tu as été peut-être un peu secoué par des expériences un peu ésotériques. Et du coup, tu as mis le haut là et à un moment, tu as complètement arrêté assez rapidement en fait. En fait, oui, ça a déclenché une cascade de phénomènes qui m'ont complètement dépassé. Alors, synchronicité, prémonition, sortie du corps, hallucination, Tu mets tout dans le même sac. tout Hein. ce que tu veux, j'ai tout eu. Et au bout de 10 mois de ce régime, parce que moi aussi j'ai voulu contacter mon ange gardien, je suis passé par le spiritisme. Donc là, au bout de 10 mois de ce régime, j'ai dit bon, bah, je suis pas loin de devenir cinglé, je m'arrête. D'accord, donc d'où le titre La psycho qui rend fou. Oh non, ça c'est plus tard, c'est maintenant ça. Voilà, donc j'ai arrêté l'hypnose. Et tu as commencé autre chose. Bah, y a d'autres choses qui m'ont poursuivi un petit peu, mais disons que j'ai arrêté l'hypnose parce que j'ai bien vu que je touchais à quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout et qui se retournait contre moi, qui risquait de se retourner contre les gens que j'hypnotisais aussi. Donc j'ai arrêté ça. Et au bout de 30 ans, je me suis dit, tiens, je vais fêter ça. Je vais aller voir le gaillard qui hypnotise dans la rue, là. Je vais renouer avec l'hypnose, mais avec quelqu'un qui va m'encadrer pour voir ce que ça donne, mais juste comme ça pour tourner la page. Et Pour écrire la fêter chronique dans mon journal. Pour après. faire, bah oui, parce que dans cette chronique, c'est le premier chapitre, Hypnose de rue. Ouais. Et donc c'est un stage avec Jean-Emmanuel qui s'est déroulé quoi, il y a 5 ans, quelque chose comme En ça 2016. Ouais, plus que 2016. ça, ouais. C'est vieux. Ah, ouais. Et donc tu renoues à ce moment-là, Ouais. puisque Jean-Emmanuel, toi tu apprends à hypnotiser rapidement Ouais. les personnes et en sollicitant l'imaginaire. C'est un petit peu ta signature. Ça, c'était vraiment la signature street hypnose. Oui. Et justement, ça me parle beaucoup ce qu'il dit, la recherche de cadre. C'est quelque chose qui, moi, m'a marqué énormément, puisqu'au début, ça m'a fait peur. Et cet ange gardien, au début, Nami Lélé, pour ne pas le citer, il avait un nom, etc. Moi, ça me faisait flipper à mort. Alors que petit à petit, j'ai appris à lui donner un cadre, où il a appris à respecter un cadre qui sort en fait des carcans ésotériques qui me faisaient peur. Et il a créé un cadre qui me parle, qui est hyper sécurisant, dans lequel je me sens bien. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans l'ésotérisme, je suis dans la communication avec moi, et Nami Lélé fait partie de moi. Alors, Et quelle ce garantie on peut cadre-là, en fait, avoir? Quelle juste- garantie on peut avoir? Parce que quelque part, il y a beaucoup de médiums qui disent, moi j'écris l'écriture automatique, je suis en contact avec des défunts, je suis en contact avec des entités, je suis en contact avec beaucoup de monde. Comment? Enfin, c'est toute la question finalement quand on contacte, quand on est suffisamment dissocié, parce que j'imagine que c'est une question de dissociation, d'arriver à être assez suffisamment dissocié de sa main, de son bras qui écrit. Mm. Comment savoir avec qui, avec quoi on communique? C'est la question qui se pose, j'imagine, que tu as dû te poser dans cette période un peu rock'n'roll de l'hypnose que tu as connue Oui, adolescent. oui, il y avait certaines rencontres bizarres et pas que des bonnes. Donc, bien sûr, je ne savais plus à qui j'avais affaire. Et je vais raconter un truc, alors accrochez-vous, parce que ça, c'est rigolo. Donc, ça faisait 10 mois que je faisais l'hypnose, puis du spiritisme, et que après, je me disais, je ne suis plus capable d'avoir une vie normale, je ne m'intéresse plus au lycée, j'ai arrêté le lycée et tout, j'étais plus... Et, je suis tombé amoureux. Alors, je me suis dit, voilà, super, j'ai ma porte de sortie, je vais plutôt me consacrer à ça. Et je laisse tomber tout le reste. Super. J'ai un merveilleux substitut. Alors bon, voilà, je commence à me rapprocher de la demoiselle et puis au bout d'un moment, très rapidement, je fais un rêve. Je rêve que je suis au XVIIIe siècle avec elle. Et je me fais tuer sous ses yeux. Je vous passe les détails, mais je meurs sous ses yeux. Plac, je me réveille. Oh, je cours au lycée le lendemain matin. Et avant que j'ai pu lui raconter ça,
Elle me dit « Oh, j'ai fait un rêve. On était tous les deux au XVIIIe siècle. Tu te faisais tuer sous mes yeux. » Ça chamboule quand même. Et attends, c'est pas tout. Elle ajoute « Après ça, donc tu mourrais sous mes yeux. Et moi, je me faisais tuer aussi. » Bon. Et après, tout s'est mis à tourner, tout est devenu noir. Je me suis réveillé au XXe siècle avec mes parents penchés sur mon berceau. Alors pour un mec qui avait décidé d'arrêter le surnaturel, c'était quand même pas mal. Bon, le lendemain, elle m'a quitté. Hein, elle voulait pas que ça recommence. Non. Donc voilà, pendant très longtemps, à chaque fois que je voulais arrêter, il y a des trucs comme ça qui me tombaient dessus. Je me dis, hey, foutez-moi la paix, je vais avoir une vie normale. Et il y avait toujours des trucs vraiment... Je vous passe d'autres détails qui étaient vraiment étranges. Donc ça m'a un petit peu poursuivi. Et maintenant, non. Non quoi? Ben, ça ne me poursuit plus. D'accord. Ça me poursuit autrement, mais gentiment. Donc là, c'est différent. Il n'y a plus ce genre de... Ouais. Toi, c'est différent parce que finalement, cette première rencontre avec cet ange gardien t'a sauvé la vie. Donc vous êtes partis quand même sur des bonnes bases. Tu t'es dit, c'est un pote quand même. Ouais, alors ça s'est pas joué comme ça tout de suite. La réalité, et j'en parle souvent, c'est à quel point au début je l'ai rejeté. C'était, je veux surtout pas entendre parler de toi, ange gardien. Non, moi, je suis bac+5 informatique. Moi, les choses sont claires. Je suis qu'un dans ma tête, qu'un dans mon corps. Tu viens pas comme ça en tant qu'esprit de je sais pas d'où tu viens, de quelle dimension, de la lumière, mon ange gardien. Non, c'est dis-moi que tu viens de mon corps, de mon inconscient, et alors on parlera. Et il a refusé. Pendant des années, il a refusé. Il m'a dit non, 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 moi je suis ton ange gardien et tant que tu l'accepteras pas, on ne pourra pas communiquer correctement. Et donc il y a eu quand même de grosses distances de prise. Par contre, je n'ai pas pris de distance avec l'hypnose. Donc je faisais de la street hypnose, j'étais vraiment dans le bain de l'hypnose, mais par contre j'ai pris de la distance avec moi-même. Et petit à petit, j'ai compris l'importance de le laisser raconter son histoire. Et je pense que c'est vraiment un des éléments clés, moi, que j'ai envie de défendre aujourd'hui, c'est mon inconscient, il avait une histoire à raconter et au début, je lui ai dit, ton histoire là, elle n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle, j'en veux pas. Et petit à petit, j'ai accepté de jouer le jeu de son histoire, de rentrer dedans et là, j'ai découvert un tout autre univers. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à la base, c'est-à-dire que tu es hypnothérapeute, tu reçois des personnes en consultation. Hypnothérapeute, ce n'est pas un terme qui me parle. Moi, j'apprends les gens à vivre justement cette connexion avec eux-mêmes, à devenir leur meilleur ami. Et hypnothérapeute, derrière, il y a le côté un peu soin, etc. Moi, ça ne me parle pas du tout. Je leur apprends à être autonomes dans la communication avec leur inconscient, qu'ils puissent à un moment donné dire c'est bon, je sais faire, je suis bien avec mon inconscient, avec moi-même, c'est tout. Alors évidemment, il y a des résultats, ça apporte plein de choses. Hein, mais... Alors comment tu présentes les choses? Eh ben justement, comme ça, en leur disant, moi j'ai pas de baguette magique, je vais pas vous soigner, je vais pas vous guérir, je vais pas faire quoi que ce soit, je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je n'ai aucun pouvoir, je peux rien faire. Et l'hypnose non plus. Par contre, avec cet outil-là, moi j'ai la capacité de vous permettre de mieux communiquer avec votre corps, avec votre inconscient, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez. Moi j'ai des outils à vous proposer. Et si vous acceptez de les utiliser, ensuite, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Et peut-être que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Mais si vous voulez que ce soit fait en 2 secondes, 2 séances, ou j'arrive avec une baguette magique et je vous dis attention, je vais vous hypnotiser, et voilà, c'est bon, c'est fini, ça ne marchera pas. Donc tout à l'heure, d'ailleurs, tu vas nous faire le cadeau d'un beau moment d'hypnose pour tenter une rencontre avec son inconscient. Mais est-ce qu'il y a des... Comment tu présentes les choses? Donc il y a l'écriture automatique, mais avant, il n'y a pas que les... Enfin, ça ne commence pas comme ça. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se passe? Moi, j'adore la progressivité. C'est-à-dire que si on veut tout de suite pouvoir avoir son inconscient qui écrit sur la feuille, il y en a chez qui ça va marcher, et il y en a qui vont être très déçus parce que il va rien se passer. Jean-François est d'ailleurs bien au courant que c'est pas facile pour tout le monde. Et puis, ce qui est important dans cette progression, c'est de se dire, ok, si ça marche pas ça sur tout le monde, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et bien en fait, on a eu l'idée simplement de s'inspirer un peu du langage des signes quelque part. C'est-à-dire que plutôt que de demander à l'inconscient d'écrire des mots, des phrases, on va lui demander de faire des gestes qui vont avoir des significations. Par exemple, un geste pour oui, un geste pour non. Et rien qu'avec ça, on peut déjà lui poser des questions. On peut lui demander est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est content d'être là, est-ce qu'il a envie de nous aider à justement apprendre à le connaître, à le découvrir. Et donc rien qu'avec ces gestes oui et non, déjà on a une base. Après on va construire une relation déjà de confiance, de sécurité, peut-être qu'il va pouvoir écrire. Et à la fin on peut même réussir en séance à ce que l'inconscient parle, prenne sa propre voix, s'exprime. On peut aller très très loin dans les transes, mais revenir souvent à la base. Et dans l'exercice que je proposerai tout à l'heure, justement, on fera la base. Alors, avant de dire il, l'inconscient il, comment tu visualises cet inconscient? Parce que tu lui as demandé à cet ange gardien de passer par le corps. Est-ce que l'inconscient c'est le corps? C'est quoi l'inconscient en fait? Je te laisse répondre d'abord. C'est les rats. Bon.
Le psychologue professionnel d'abord. Alors, oui, alors moi, avec une question pareille, j'ai tout de suite envie de repenser à ma phrase fétiche de Woody Allen. Comment veux-tu que je te parle de Dieu? Je ne sais même pas me servir d'un ouvre-boîte. Voilà. Donc, parler de l'inconscient en quelques secondes ou même en quelques heures, si quelqu'un y arrive, c'est un charlatan pour moi. C'est tellement vaste. Enfin bon, on va essayer de dire 2-3 trucs. L'inconscient, la conception de l'inconscient qui a le plus le vent en poupe actuellement en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. Donc c'est un inconscient vraiment neutre. C'est le cerveau qui produit des automatismes en tout genre et qui gère notre perception des choses. Donc ça peut être aussi bien des pensées automatiques, des jugements, des stéréotypes, des grands principes. Je dois être comme ceci, il faut que cela. Ça peut être des pans entiers de la mémoire qui se sont effondrés, qui ne s'expriment plus que par le corps. Ou ça peut être aussi des syndromes de neuropsychologie qui laissent apparaître un rapport bizarre à l'inconscient. Par exemple, l'héminégligence. Alors celui-là, j'adore. C'est des gens qui, suite à une lésion droite au cerveau, ne perçoivent plus la partie gauche de leur environnement. C'est-à-dire que une femme qui se maquille ne se maquillera que le côté droit, un homme qui se rase ne se rasera que le côté droit, et un homme ou une femme qui a une assiette ne mangera que la partie droite de son assiette. D'accord. Parce que la conscience de la partie gauche n'arrive pas à leur cerveau. C'est pas qu'ils nient, c'est pas ça n'existe pas pour eux. Donc c'est très étrange. Il y a aussi... Mais là, on est dans la conscience cognitive, on n'est pas dans l'inconscient. Bah si, parce qu'ils sont inconscients de la moitié gauche du monde, c'est quand même pas rien. Ah oui, ils sont inconscients, d'accord. Ils sont inconscients de la moitié du monde. Bon. Après, s'ils se tournent dans l'autre sens, c'est bon. Ils seront... Tu t'égales l'assiette et du coup, tu peux voir la deuxième partie de ton... Il y a aussi ce qu'on appelle la vision aveugle. C'est des gens qui voient clair, leur appareil, leurs yeux sont intacts, ils captent bien, mais le nerf optique n'arrive pas à transmettre l'information jusqu'aux aires associatives du cerveau qui reconstituent l'environnement. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont aveugles alors qu'ils voient, alors qu'ils ont tout pour voir. Et si on leur balance par exemple une boîte de papier ou une balle en mousse, ils vont l'éviter. Mais sans être conscients de l'avoir vu. Donc tu as l'impression que c'est un espèce de deuxième cerveau à l'arrière du cerveau qui continuerait à fonctionner quand il y a des liaisons, des choses comme ça. Exactement. Une deuxième conscience, la conscience consciente et plus une deuxième conscience protectrice ou pas? Alors là, dans le cas de l'inconscient cognitif, c'est même pas protecteur. À la limite, c'est au service des réflexes de survie, quoi. Voilà. Mais c'est pas protecteur au sens ange gardien, je veille sur toi, je prends du recul, ou ça. C'est pas ça. Et donc ça, c'est la première définition que tu voulais donner. La deuxième, alors? La deuxième, évidemment, c'est l'inconscient bénéfique, un peu ange gardien, du coup, qu'on retrouve aussi bien chez Carl Jung, avec l'inconscient qui nous pousse à l'individuation, c'est-à-dire une espèce d'épanouissement personnel, connotation spirituelle aussi. On trouve ça chez Erikson, avec l'inconscient comme une réserve d'énergie, quelque chose dans lequel on peut puiser pour nous sentir bien. On trouve ça chez Viktor Frankl avec la logothérapie, c'est-à-dire cette espèce d'aspiration à quelque chose qui nous transcende. On trouve ça en psychologie humaniste, enfin bon, dans plein de trucs. Donc on cherche quand même à être transcendé par cet inconscient, donc c'est-à-dire à dépasser notre conscience ordinaire des choses. Alors côté Freud, pas trop. Oui. Là, c'est l'inconscient plus sombre, plus pessimiste. C'est vraiment des choses qui sont refoulées parce qu'on juge ça immoral et il ne faut pas que ça surgisse. Voilà, ça ne peut surgir du coup que par des voies déguisées. C'est vraiment, il y a un inconscient lumineux, un inconscient plus sombre, puis un inconscient complètement neutre, mécanique. Pour moi, je vois ça comme ça. D'accord. Mais il y a d'autres formes d'inconscient, un inconscient collectif, transpersonnel. J'ai dit un sanglier, mais je voulais dire un sablier. Je ne sais pas ce qu'a voulu dire mon inconscient. Donc en fait, faut que tu fonces, c'est ça qu'il veut dire. Il y a la partie... Ou alors t'as faim. Il faut que je pars à la chasse. Je pars à la chasse de l'inconscient. Donc en fait, il y a la partie sombre qu'on peut mettre en bas, l'inconscient freudien, l'inconscient jungien qui nous emmène vers la lumière. Puis l'inconscient cognitif qui est entre les deux. Oui, c'est ça. Dans le cerveau, c'est un peu le filtre entre tout ça. Mais bon, évidemment, c'est très, très schématique. Donc moi, j'utilise un autre inconscient. Oui. Moi, j'utilise l'inconscient plutôt mythopoétique. C'est-à-dire l'inconscient qui, quand on communique avec, justement, va nous raconter d'où il vient, son histoire. Il parle avec je. C'est-à-dire que sur la feuille, quand il s'exprime en tant que JE et qu'il dit quelque chose, il ne parle pas de moi, Jean-Emmanuel. Ah, parce que JE, c'est quand même le diminué. Oui, Jean-Emmanuel. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas JE? Tu es sûr que c'est je? Mais pour les autres aussi, il fait pareil. Bon, d'accord. C'est-à-dire que tu es partout, JE? Oui, il les prend tous pour toi, en fait. Merci. et cette expression du je, en fait, sur la feuille, elle est assez extraordinaire, puisque du coup, si on l'écoute, ça dit quelque chose
qui ne convient pas forcément à notre esprit conscient, à notre esprit rationnel, analytique. Et donc moi, sans être capable de vraiment pouvoir définir ce qu'est l'inconscient, j'ai défini plutôt une capacité à interagir avec et à essayer de l'encadrer, de lui permettre de s'exprimer D'accord, dans mais toute sa sécurité. c'est quand même, c'est quand même une personne. Il y a une vraie personnification qui émerge quand on communique, et c'est pour ça que devenir son meilleur ami, moi ça me parle énormément, puisque ce Nami Lélé là, il n'avait pas mon avis, il faisait ce que je voulais pas, quoi. Alors, et je suis pas fou, j'ai été suivi par un psy pendant très longtemps pour justement la dépression et tout ça, et non, je suis très sain d'esprit, et toutes les personnes que j'aide et que j'accompagne et qui vivent en fait cette communication avec leur inconscient sont très sains d'esprit aussi. Et pourtant, il y a cette partie d'eux qui s'exprime et qui au départ peut-être n'a pas forcément la volonté d'être le meilleur ami dès le départ. Alors, Nami Lélé, par exemple, c'est quoi? C'est ton mentor, c'est ton ami, c'est ton partenaire de jeu? Pour moi, c'est ton reflet, c'est quoi? Alors, il y a son histoire. Donc lui, c'est mon ange gardien. Il est là pour m'aider à développer ma capacité de m'aimer pour mieux aimer les autres. Il a sa mission quelque part. Mais après, moi, je le considère comme une part de moi, inconsciente, qui est là pour m'accompagner. Et en fait, on a fait le deal, c'est que je lui laisse exprimer son histoire, à condition qu'il me laisse exprimer mes doutes vis-à-vis de la réalité concrète et palpable de son existence. Et si en fait il accepte ça et que moi j'accepte en retour, ben on peut devenir de super potes. Alors que si moi je cherche à prouver qu'il existe vraiment, je vais droit dans le mur. Et si lui il cherche à vraiment me convaincre qu'il existe vraiment, je n'adhérerai jamais. Et au pire, bah, il aura tout perdu. Et donc en fait c'est ce compromis-là en fait qui nous a sauvés, qui m'a sauvé. C'est cette acceptation, et pour moi, c'est juste une part de moi. Par contre, il a une très belle histoire en tant qu'ange gardien. Alors, donc, on en était que tu développais d'abord des signes du corps, ce qu'on appelle les signes idiomoteurs, du signaling. Donc, en fait, pour expliquer, c'est un corps en hypnose va pouvoir faire des gestes, oui, non. Ouais, c'est pour ça, moi aujourd'hui j'utilise beaucoup l'idée du langage des signes, parce qu'en fait le mot hypnose, il fait quand même très peur. Je le sais avec Street Hypnose, hein, quand je vais dans la rue et que j'ai une pancarte hypnose gratuite, les gens ils arrivent, ils me regardent et ouf, ils croisent le regard, non tu me regardes pas, tu m'hypnotises pas, tu m'hypnotises pas, ils sont tous peur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je préfère juste dire, on va faire un langage des signes. Là par exemple, moi si je demande à un ami de me faire un oui, un non, bah là, on va se dire, ah, bah, c'est lui qui a fait le geste. Non, ça s'est fait tout seul. C'est pas moi qui ai fait ce geste-là. Il est là, il est prêt à répondre s'il y a besoin. Et il n'y a pas besoin d'être en transe profonde, il n'y a pas besoin d'être en hypnose, les yeux fermés sur le canapé en train de dormir. C'est quelque chose qui devient très ludique, en fait, très quotidien. Par contre, ce qui répond, bah, c'est pas moi. Donc des fois, je vais dire, je vais poser une question, je suis persuadé que la réponse va être oui et ça va faire non. Et donc là, je me pose des questions. Je me dis, tiens, pourquoi mon inconscient a dit non alors que moi, je pensais que c'était oui? Et en fait, il y a des interactions comme ça qui se créent, qui sont plus profondes que juste je me laisse guider et j'avance. Ça me permet de m'arrêter, poser des questions. Il n'y a pas besoin de transe hypnotique très profonde pour ça. Donc, la première étape, c'est d'arriver au signaling, oui, non. La deuxième étape, c'est quoi? C'est plutôt l'écriture du coup. C'est une fois qu'on a les signes oui et non, que tout est en sécurité, que cette communication-là se passe bien, on peut lui demander, tiens, est-ce que à ton avis, pour le corps, pour la bonne digestion, est-ce que je mangerais plutôt des pâtes ou des haricots verts? On se dit, mais va dire des haricots verts, forcément. Ah bah, détrompez-vous. Et en plus, moi j'ai pas mal de soucis de santé avec le diabète au niveau digestif. Et ben, des fois, je sais pas pourquoi, il me dit de manger des pâtes, je mange des pâtes, et ben, je digère ça trop bien, alors que j'aurais mangé des haricots verts, ça ne serait pas passé. Donc ça, c'est vraiment la première étape, on sécurise grâce à ça. Et après, l'écriture automatique, c'est on va tenir le crayon dans la main et on va lui demander de gribouiller sur la feuille, prendre son aise, de tester, d'explorer. C'est quelque chose qui peut être un petit peu émotionnel, ça vibre à l'intérieur, il se passe des choses. Et lorsque tout est prêt, toujours en sécurité, alors on va lui demander d'écrire des lettres, des mots et de communiquer justement son histoire. Donc avant d'arriver à un inconscient capable d'écrire son histoire, ça passe peut-être par plusieurs inconscients. Enfin, je sais qu'au niveau historique, finalement, tu n'es pas le premier à avoir cherché à communiquer si profondément, si rapidement avec... Au niveau historique, est-ce que tu te réfères à d'autres personnes? Carrément. Moi, je connaissais rien au début à tout ce monde-là. Moi, je faisais de la street hypnose dans la rue. C'était déjà bien, hein, c'était là où j'excellais. Et puis j'ai essayé de me renseigner, donc j'ai été voir déjà dans nos ancêtres, avec Pierre Janet, Milton Erickson. Milton Erickson, il y a un tome entier de plusieurs centaines de pages consacré à l'écriture automatique, donc c'est pas rien. Pierre Janet, c'était son outil de prédilection. Alors certes, c'était sur des patients, sur des côtés plus pathologiques, mais quand même. Et puis en fait, on se rend compte qu'avec le temps, c'est un outil qui a été perdu.
et qui a été remis en avant par certaines personnes. J'avais fait un petit atelier avec Antoine Garnier, par exemple, qui lui était passionné de l'écriture automatique. J'ai appris quelques petites billes par là, puis j'ai été ensuite testé sur moi. Puis j'avoue que aussi le fait d'avoir des retours de personnes avec qui j'expérimente m'a fait grandir aussi pour moi-même. Donc le fait de pouvoir le tester sur toi, Catherine, m'a aidé à mieux le comprendre sur moi aussi, et pareil pour Jean-François. Et en fait, c'est en agglutinant toutes ces informations, et moi, mon idée, c'est d'être le meilleur esprit de synthèse possible avec toutes ces informations-là, et de dire qu'est-ce qui va marcher le mieux en étant le plus sécurisant possible, et après j'ajuste. C'est-à-dire que ma méthodologie, c'est ce qui fonctionne sur moi. Je fais partie des gens pas du tout hypnotisables au départ. J'ai galéré, ça a été un parcours de plusieurs années avant de réussir à toucher le moindre petit mouvement, justement. Alors que là, maintenant, je me la pète, hein, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc, c'est ce parcours-là, en fait, qui initie quelque part mon esprit à mieux comprendre et à définir une méthodologie petit à petit. Moi, ce que je voulais, c'est Pierre Janet, en fait, qui au départ a dit P1, P2, P3. Tu as repris ça? Ouais, j'avais repris ça. Après, je l'ai enlevé. Hein. J'en parle plus maintenant de ça. J'ai simplifié. C'est-à-dire que c'est pareil, mon esprit de synthèse a voulu simplifier tout ça. Aujourd'hui, je parle vraiment simplement, il y a des parties d'un tel type, des parties d'un tel autre type. Moi, ce que je voudrais savoir, on essayait un petit peu de définir l'inconscient, mais dans ce grand ensemble de tout ce qui n'est pas conscient, comme dit Erikson, quand tu commences l'écriture automatique, il y a une première personnalité qui peut émerger ou une deuxième? Non, ça va être... En fait, ce qui va se passer au début, c'est qu'il va y avoir effectivement des parties qui vont venir. Et autant je ne peux pas définir l'inconscient, autant je peux définir très précisément ce qui va venir au début. Il va y avoir deux types. Et ce ne sont pas encore des inconscients très personnifiés, c'est assez automatique pour le coup, pour reprendre les termes. Il y a une partie qui va venir qui va soit être dans un besoin d'être écouté, dans une volonté émotionnelle. Je viens de ton passé, je souffre, aide-moi. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir des parties qui vont être plutôt dans un envers très protecteur, qui vont dire attention, 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 il faut qu'on y aille lentement, attention, attention, doucement, 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 avec beaucoup de peur, beaucoup de besoin de ralentir, de progression. Donc c'est comme des gardiens qui veulent protéger des parties plus émotionnelles? Je pense qu'il y a cette volonté, effectivement, que ça n'aille pas trop vite dans les émotions pour pas qu'il y ait des débordements, des geysers émotionnels. Et puis, si je vis une grosse émotion là maintenant, alors que j'en ai pas vécu depuis 10 ans, après-demain, dans une semaine, dans 2 semaines, elle reste là l'émotion. C'est un peu ce qui fait peur quand les personnes qui ont peur de l'hypnose, ils ont peur de qu'est-ce qu'ils vont vivre en hypnose, s'il y a des grosses émotions qu'ils ne pourront pas gérer, etc. Je pense que c'est important d'en tenir compte et justement, nous, on cherche en fait plutôt l'envers protecteur. C'est-à-dire que s'il y a une partie très émotionnelle au début, on va dire ok, on t'entend, on écoute ton besoin là, mais peut-être que ça serait intéressant quand même d'avoir un côté plus protecteur qui soit là avec lequel tu travailles. Et en fait, on élit quelque part, ou elles élisent entre elles, un représentant. Une représentante, c'est la symbolique pure, mais ce représentant va avoir le rôle de médiateur parmi toutes les autres parties inconscientes. Et c'est ce médiateur-là qui va nous guider, qui va être notre guide. Alors après, peu importe qu'il soit... C'est le chef des autres parties, en fait. Ouais, il est élu comme ça, en tout cas. D'accord, c'est une démocratie Une sorte de démocratie. Où, en réalité, il y en a qui font des putschs après, des fois. Mais ce qui est important, c'est que ce soit protecteur. Et des fois, il y a des putschs de partis qui estiment qu'elles seront plus protectrices que la partie médiatrice actuelle, en disant « Non, lui, il allait un peu vite. Moi, je pense qu'il vaut mieux ralentir, donc je prends le contrôle et c'est moi qui fais. » Et en fait, on se rend compte qu'il y a toute une histoire qui se déroule comme ça. Et celle-là, on ne la contrôle pas. Donc nous, en fait, notre rôle, c'est juste d'imposer un cadre en disant est-ce que tout est en sécurité, est-ce que tout est en place, et après on laisse se dérouler. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on part de parties au début qui sont très automatiques, et en fait, plus on discute avec, plus on communique avec, et plus elles deviennent intelligentes, et on peut avoir un discours, un dialogue intelligible, et quand elles écrivent, parle normalement. Je ne suis pas avec ma voix d'hypnotiseur. Non, je leur parle, elles me répondent. Donc en fait, il y a un référent intérieur, c'est ça? C'est ça, je l'appelle comme ça. Moi, j'appelle le référent. D'accord, différentes parties ou un agglomérat de parties qui fait qu'il n'y a qu'une seule voix. Tu discutes avec qu'une seule voix et non pas avec plein de parties, c'est ça? Et en fait, pour nous, c'est hyper important de cultiver cet état d'esprit parce qu'on est contre, et pour avoir justement côtoyé beaucoup de psychologues, de psychiatres qui m'ont conseillé pour enrichir ma méthode, qui m'ont vraiment déconseillé la multiplication des dissociations, de parler avec toutes les parties qui viennent, parce qu'on se rendait compte qu'en fait, à chaque séance, il pouvait y avoir une autre partie qui vienne, à chaque fois, une autre, une autre, une autre. Et à un moment donné, on a l'impression d'être 10 000 à l'intérieur, et ce n'est pas forcément favorable. Donc c'est vrai qu'on cherche à avoir une partie qui est la représentante, c'est suffisant, et en plus, ça permet de créer un lien d'amour, de sécurité avec cette partie-là. Et franchement, je me sens beaucoup plus en confiance aujourd'hui de rentrer en hypnose en sachant que ça va être, par exemple, Nami Lélé derrière qui est là et qui veille, que si je dois me laisser aller en disant « Inch'Allah, ça va être un truc bien qui va venir, j'ai peur, mon Dieu, est-ce que ça va aller ?»
Et moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de rentrer dans le monde de l'hypnose qui m'était complètement fermé et interdit. Cette sécurité-là que m'a apporté Nami Lélé au final. Alors, ce Nami Lélé, c'est quoi son aventure? Alors, tu veux nous en parler ou tu peux nous en parler? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est d'accord? Je peux lui demander s'il est d'accord alors? Est-ce que tu es d'accord? Ah, t'as pas le choix. Mais si, il a le choix justement. Mais Si, c'est ça, j'ai le choix. Mais après, j'ai toujours quand même un petit truc dans ma vie, c'est qu'à chaque fois que je l'ai écouté, je ne l'ai jamais regretté. Donc, et franchement, il y a eu des choix dans ma vie qui ont été faits où il m'a guidé et où j'aurais pu dire sur le moment, j'aurais peut-être dû faire autrement. Mais 3-4 ans plus tard, à chaque fois, je me suis toujours dit, merci Nami Lélé. Eh ben, fais-lui confiance. C'est ça. Et en fait, ce qui est important, je trouve, c'est une valeur qu'il incarne, qui m'aide à me rapprocher de moi. Et qu'en fait, ce qu'il incarne, c'est ce que j'ai perdu dans mon enfance. Donc j'ai perdu de la spontanéité, j'ai perdu de la capacité à jouer davantage, à me lâcher. Même là, je sens que je suis stressé. J'en ai fait des plateaux télé, hein. Et ben, je suis stressé, je suis pas bien, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui me travaille. Et alors que Nami Lélé, petit à petit, justement, il m'apprend. J'ai réappris à rire, j'ai réappris à danser, à parler, à chanter, à faire plein de choses que je m'étais complètement interdites. Une chanson. Non. Ah, tu vois? Mais t'as vu le rire là, celui-là? Ouais. Bah, celui-là, je l'avais perdu. Il Ah, était interdit. Et c'est un rire que j'ai retrouvé, que je peux montrer face caméra maintenant, alors que pendant très très longtemps, personne ne l'entendait celui-là, même pas moi. Et en fait, c'est sa caractéristique à Nami Lélé, au-delà de son histoire d'ange gardien, qui est là, qui veille sur moi, qui m'apporte plein d'amour. Ce qu'il m'a apporté, c'est d'être un peu plus moi. Et ça, pour moi, ça n'a pas de valeur, quoi. T'as vu comment il botte en touche? Il a toujours pas raconté l'histoire. Hein. Ah, attends. Alors, mais en fait, si tu veux... même avant de raconter l'histoire, on va garder un petit peu de suspense. Avant de raconter l'histoire, moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que tu fais, enfin, ce que j'ai compris, c'est que tu fais un test d'indépendance. Parce qu'on peut dire, oui, c'est trop facile, je peux demander à mon inconscient, est-ce que tu veux ceci, est-ce que tu veux cela, etc. Mais est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est pas mon cerveau? Enfin, je pense que c'est la question que se posent les débutants, en fait. Carrément, alors s'il n'y en a pas Voilà. un qui se la pose pas, Voilà. et il n'y en a pas un qui arrête de se la poser. C'est-à-dire que même moi aujourd'hui, quand je fais de l'hypnose, etc. sur moi, il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui me dit « Oui, c'est toi en fait qui fais le mouvement. » Oui, c'est moi qui fais le mouvement, mais en fait, Nami Lélé, c'est moi. Donc en fait, j'essaye en faisant ces exercices-là de m'ouvrir à d'autres parties de moi qui sont un petit peu plus interdites, mais la volonté que la réponse me donne l'impression que ce soit absolument pas moi qui réponde, je pense qu'elle n'est même pas souhaitable. Il vaut mieux qu'on ait l'impression que ça vienne quand même d'une part de nous. Par contre, ce qui est important, c'est que le mouvement semble être complètement involontaire, sans le contrôle conscient. Ça, c'est par contre méga important. important. Moi, je fais des séances avec toi, Emmanuel, et donc, par exemple, on dit à l'inconscient, rapproche tes mains. Enfin, non, on développe un imaginaire qui fait que les mains vont se rapprocher. Donc, on a ce mouvement-là qui se fait, et on fait un test d'indépendance. Donc, du coup, qu'est-ce que tu demandes exactement? En fait, c'est l'exercice que je vais proposer après, hein, finalement, où en fait, on commence avec l'imaginaire, parce que c'est quand même très rassurant. C'est ce qu'on fait en street hypnose quand on va dans la rue. On leur dit, mettez les mains comme ça, imaginez des aimants entre les mains, elles vont se rapprocher toutes seules. Donc là, il y a une collaboration. C'est moi, consciemment, j'imagine des choses, et il y a un automatisme qui se crée, les mains bougent toutes seules. Mais je collabore quand même bien. Ensuite, et là, on sort du cadre de la street hypnose, on sort du ludique, on part dans la rencontre plutôt avec son inconscient, où là, on dit, ok, maintenant que ça fonctionne ça, enlève l'imaginaire, et on va demander à cette part de toi qui a envie de devenir ton meilleur ami, de venir s'exprimer et de continuer à bouger, mais peut-être dans des gestes différents, de te surprendre. Et donc là, on peut avoir les mains qui s'écartent, on peut avoir une main qui monte, une main qui descend, sans imaginaire. Et le test que tu décris, le test d'indépendance, qui est un nom que j'ai inventé qui veut strictement rien dire, hein, mais des fois j'appelle le test de connexion, des fois j'appelle... Enfin bref. L'important, c'est qu'on est parti de avec l'imaginaire, sans imaginaire, là on va aller contre l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on va demander à l'inconscient de faire des mouvements, en l'occurrence par exemple que les mains se rapprochent, et moi dans ma tête je vais imaginer des aimants, des vérins, des murs, plein de choses pour ne pas qu'elles se rapprochent. À un moment donné, je peux même mettre des contractions musculaires pour l'empêcher de rapprocher les mains, et mon inconscient va continuer à rapprocher. Et en fait, ce que ça crée à l'intérieur dans l'esprit, ça fait un disjoncteur de « je ne suis pas tout seul à l'intérieur ». C'est vraiment la symbolique pure de la dissociation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dissocié. Mais c'est le propre de l'hypnose, en fait, d'être dissocié. C'est ça, mais je pense que même plus que le phénomène de dissociation, on joue sur la symbolique de dissociation, où il y a quelque chose qui répond en moi qui n'est pas moi. Et en fait, ça c'est capital, alors que finalement, la dissociation, on la vit tous les jours. Il y a plein de choses que je fais, je ne suis pas conscient de les faire. Donc il y a plein de dynamiques où peut-être je vais être dans une forme de dissociation si je vis un événement difficile, il y a plein de dynamiques où je vis des dissociations, mais en fait je me laisse aller dans mon quotidien. Là, je fais pause dans le temps,
et je m'aperçois que je ne suis pas tout seul à l'intérieur. Je le vis concrètement parce que je pense qu'à une chose, que les mains s'écartent, et malgré tout, il y a quelque chose en moi qui va tout faire pour qu'elles se rapprochent, et je le sens, c'est palpable. Donc sur ta chaîne Oomkar, on voit justement parfois des tests d'indépendance. Je pense à une vidéo d'Aurore où il y a ce mouvement, et puis on sent qu'elle lutte véritablement contre les mains qui se rapprochent. Et je trouve ça incroyable de voir ça en fait. Et c'est accessible à tout le monde, c'est pas très compliqué. Autant l'écriture automatique, on peut dire ok, il faut s'entraîner, il faut y passer un petit peu de temps. C'est pas, vous n'allez pas apprendre ça en 2 minutes, à part peut-être quelques personnes qui vont avoir des facilités, mais c'est quand même compliqué. Par contre, ce test-là, c'est vraiment très ludique, on peut le faire très rapidement et c'est assez spectaculaire. Donc voilà toute une voie pour devenir son meilleur ami. C'est-à-dire, donc maintenant, on va peut-être avoir l'histoire de cette part inconsciente d'Amy Lélé. Eh bien en fait, ce qui est intriguant peut-être pour beaucoup, c'est que moi j'ai une particularité, c'est que je n'ai pas d'imaginaire visuel. Contrairement à beaucoup, vous je pense que vous en avez pas mal au vu de ce que je vois et de ce que je lis. Moi quand je ferme les yeux, il n'y a rien, c'est noir, et même si j'essaie d'accéder à mon esprit mental, j'y ai eu accès quelques fois dans ma vie, mais c'est très ponctuel, très rare. Donc en fait, il ne m'emmène pas dans son monde en termes d'image, il m'emmène dans son monde en termes d'émotion. Et c'est-à-dire qu'il me fait découvrir un spectre émotionnel qui était complètement perdu. Ça va être des émotions d'amour, de libération, juste de sentir que je suis à ma place dans l'univers, de me sentir bien dans mon corps, de la tristesse, de la colère. Je vais vivre en fait tout un panel d'émotions qui me font me sentir vivant. Et en fait, son histoire, c'est celle-là en fait, c'est qu'il me rend vivant. Ce que je disais tout à l'heure, il me rapproche de moi. Par contre, il n'a pas une histoire abracadabrantesque où il va me dire je suis de telle planète, ou je suis dans la lumière, je suis ton ange gardien, j'ai 3500 ans, ou ceci ou cela. Il n'est pas trop dans cette dynamique-là, mais simplement parce qu'en fait, mes représentations, moi, ne me le permettent pas. On parle souvent d'aphantasie pour ma particularité. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de complexité à rentrer dans le monde de l'hypnose parce que c'était facile pour moi d'hypnotiser les autres en disant imaginez des aimants. Et puis comment on disait allez vas-y on va te le faire, imagine des aimants. Comment te dire? J'y pense très fort aux aimants, il n'y a pas de souci, mais je ne les vois pas, je ne les perçois pas, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme, etc. Donc j'ai dû m'y prendre différemment. Est-ce que tu penses donc que ce Nami Lélé-là, c'était comme une part de toi qui a été dissociée, un morceau d'âme en fait, qui a été dissocié dans ton enfance? Au-delà du morceau d'âme, un morceau de personnalité. Oui. Ça oui, mon côté scientifique dirait plutôt un morceau de personnalité. S'il te plaît Catherine. C'est un Horcrux. Par contre, Nami Lélé dirait peut-être un morceau d'âme. Ça, peut-être. Mais c'est un langage qui, moi, me parle moins. Un morceau de personnalité qui a été détaché de ton moi principal et qui était là, mais du coup pas accessible. D'un point de vue purement scientifique, j'aurais envie de dire, ça me paraît être l'explication la plus probable. Maintenant, la réalité, j'ai mon histoire de ce que justement je lis de la science, lui il a la sienne, Nami Lélé, et en fait j'ai accepté de ne pas chercher la vérité, j'ai accepté de chercher qu'est-ce qui me fait du bien. Donc on ne sait pas encore vraiment c'est quoi son histoire, puisque c'est ni un extraterrestre, ni un truc, ni un machin, ni quelque chose. Mais parce il a une très belle histoire, ça veut dire quoi? Il a une très belle histoire. Moi j'ai cru qu'elle allait me raconter. Mais justement, sa belle histoire, c'est qu'il m'a rendu vivant, quoi. Que vouloir de plus? Moi je veux rien de plus. C'est ça en fait, il est devenu mon meilleur ami parce qu'il me permet d'être vivant. Et en fait, sa belle histoire, c'est que je suis parti d'une dépression totale avec une hospitalisation. Mon diabète de type 1, il n'est pas venu par hasard. Et j'ai été hospitalisé, je suis arrivé aux urgences, je me suis écroulé, je me suis réveillé dans la nuit avec des perfusions. J'étais complètement paniqué, l'infirmière qui arrive et qui me dit « Bon, monsieur Combe, votre vie va être différente maintenant. » Ok, donc le temps d'encaisser tout ça, etc. Mais j'étais mort quelque part émotionnellement. J'ai très vite été voir un psy. On m'a fait comprendre que le diabète c'était souvent lié à des événements, qu'il n'y avait pas d'explication purement scientifique, mais qu'il y avait quand même des raisons souvent très émotionnelles. Donc j'ai été voir un psy qui m'a fait quand même comprendre qu'il y avait du taf en termes émotionnels. Et quand je vois le chemin parcouru, et en fait c'est ça sa belle histoire, c'est que quand je me retourne derrière, que je regarde d'où je viens, je dis waouh, le chemin parcouru, merci de m'avoir permis en fait de prendre des raccourcis. Donc est-ce que tu as comme une mission maintenant que tu as découvert cette possible communication avec son propre inconscient? Est-ce que tu as envie que tout le monde fasse ça? Comment ça se passe? Carrément. Ouais. Là, je sais que Jean-François, il en parle dans son livre. J'ai fait une émission en 2015, juste, je reviens là-dessus, qui m'avait traumatisé. Et c'est un grand pas pour moi de venir là et de dire, allez, je veux transmettre ça. Et je reprends le risque de faire un plateau télé. Tu vas le regretter, l'émission n'est pas finie. Il paraît qu'il n'y a pas trop de montage, alors ça va. Ah oui, il n'y a pas de montage du tout. C'est bon. Donc Jean-François, on a vu le premier chapitre consacré à l'hypnose de rue avec Jean-Emmanuel, où tu racontes tes 2 jours
de mise en hypnose. Et puis, il y a un deuxième week-end que tu proposes qui s'appelle le week-end expérimental. Hypnose expérimentale, oui. Ouais. Et donc là, que tu racontes, et tu racontes ce stage d'écriture automatique où tu as décidé d'aller plus loin. Et là, justement, tu fais cette fameuse rencontre avec part de toi, on imagine, qui n'a pas forcément de prénom, mais tu as comme une révélation sur les toilettes. Non, c'était pas sur les toilettes, c'était avant les toilettes. Le bonheur est dans les toilettes. Donc je voudrais que tu nous en... Oh oui, mais ça c'est parce que j'écris n'importe quoi. Mais T'aimes bien les titres un peu rock'n'roll. oui, en fait, donc j'ai participé à un week-end justement où il fallait, on pouvait essayer d'acquérir l'écriture automatique, de s'essayer à ça. Et ça devait être la première matinée, Jean-Emmanuel demande un volontaire pour être hypnotisé. Alors là, j'y vais. J'y vais. Personne n'avait réussi à m'hypnotiser. Bon, lui, il va y arriver. Puis je voulais vraiment. Donc, et j'ai enregistré la séance. Donc, c'est vraiment, j'invente pas. Donc, il m'a hypnotisé. Et puis, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il me demande, ce n'est pas une transe très profonde, mais suffisante, il me demande que mon inconscient me fasse un cadeau. Et là, j'ai fondu en larmes. J'ai senti quelque chose, une espèce de vague d'amour qui me submergeait, une espèce de truc, je ne sais pas, voilà, j'ai pas de mots pour décrire ça. C'est pas une expérience de mort imminente non plus, c'est pas l'être de lumière, c'est infiniment moins que ça. Mais ça m'a déjà renversé. Et ben, quand je suis revenu, oui, là je suis allé aux toilettes, mais parce que je voulais être tranquille. Je voulais être tranquille. Je voulais être tranquille pour pleurer comme j'avais jamais pleuré. Et comme j'ai plus jamais pleuré depuis. Voilà. Et il y avait, c'était une espèce d'état de grâce, quoi. J'avais l'impression que oui, qu'il y a quelque chose qui me dépassait et qui m'aimait quoi que je fasse, même si je ne le méritais pas, même si j'étais un type ordinaire. Même. Et je me disais, mais enfin, j'avais l'impression, ou je sentais que c'était comme ça pour chacun de nous. Ouais. Mais que moi, je le savais. Et je suis sorti de mes toilettes. Donc pleurer de joie, je précise, parce que sinon... De grâce. De grâce. Plutôt ça. D'accord. Plutôt une révélation, quoi. Et quand je suis retourné dans la salle, là dans le salon de l'hôtel où il y avait une quinzaine de personnes, je me suis dit, bon, je vais finir ce stage, mais je sais l'essentiel. L'écriture automatique, pour moi, c'est des plus importants, et donc je n'y suis pas arrivé d'ailleurs. Et je me suis dit, à la limite, je peux tout arrêter. J'ai compris ça. Une expérience spirituelle, de l'ordre du spirituel. Ouais. Ouais. Oui, franchement, oui. Donc tout est décrit dans La psycho qui rend fou. Il y a un livre aussi qui s'appelle La voix de l'inconscient que tu as écrit, Jean-Emmanuel Combes, il y a un certain temps, en fait. 2013, j'étais jeune. Qui donne les bonnes recettes en fait pour hypnotiser les gens, pour la street hypnose en fait. C'est ça, pour le ludique seulement. Voilà. Moi, ça a été longtemps mon livre de chevet parce que j'ai commencé aussi par l'hypnose rapide. Et donc j'étais là, avant d'aller faire des conférences ou des petites prestations dans des restaurants où je mettais les gens en hypnose. Du coup, je relisais les bases comme ça, avec avidité. Alors oui, alors je vais dire ça, je vais faire ça, etc. Donc il y a vraiment une super recette pour apprendre à hypnotiser les gens. Devenez hypnotiseur en quelques minutes seulement. Il y avait une petite formule, hypnotiser n'importe où, n'importe qui. N'importe quand. Mais pas n'importe comment. Mais pas n'importe comment. Voilà, ça c'est important. Ça c'était ma formule adorée. Mais ce pas n'importe comment, il est méga important, vraiment. D'offrir un cadre particulier. Donc pour devenir son meilleur ami, toi qui as quitté les chemins de l'hypnose, malgré cette révélation spirituelle avant les toilettes, et donc, oui, avant. Alors qu'est-ce que pour toi, et c'est le moment du tip-top, devenir son meilleur ami avec Jean-François Marlion? Alors, devenir son meilleur ami, je ne sais pas trop comment s'y prendre, mais je peux quand même proposer quelque chose. Spontanément, quand on pense à devenir son meilleur ami, on pense à arrêter de se juger, s'accepter inconditionnellement, faire preuve d'humour envers soi-même, se dégonfler l'ego, etc. Tout ça est valable, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on n'est pas cadré avec un psy par exemple. Et je pense qu'il y a une autre façon qui est tout aussi efficace, plus concrète, c'est de miser sur son propre corps, en fait. Je pense qu'il y a 3 piliers fondamentaux de la santé mentale et de la santé physique qui est négligée. Ces 3 piliers sont négligés par 90% des psys.
C'est tout simplement des trucs de base, mais que peu de gens font finalement. Une alimentation à peu près correcte, un minimum d'exercice et du sommeil. Voilà. Alors, l'alimentation correcte, ça consiste à penser que son corps n'est pas un simple dépotoir où on peut engouffrer de la graisse et de la nicotine à tout va, mais que sans être obligé de vérifier tout ce qu'on mange, sans être stressé non plus, il y a un minimum syndical à faire, on mange à peu près équilibré, pas trop de cochonneries. C'est déjà pas mal. Il y a un deuxième truc qui est pas mal aussi, c'est un minimum d'exercice. Alors, on ne vous demande pas de faire une performance toutes les semaines et de dire « ouais, je me suis dépassé ». Il ne faut pas forcer. Un petit truc tous les jours. Ça peut être marcher une demi-heure, ça peut être danser 20 minutes tout seul devant son miroir comme un couillon. C'est pas grave, personne ne vous regarde. Ça peut être nager, voilà, des choses toutes simples. Ça non plus, tout le monde ne le fait pas. Mais déjà, c'est deux piliers importants. Le troisième, c'est le sommeil. Alors, ça peut devenir rigolo venant de moi qui ai des cernes. Je vais bientôt marcher dessus, mais c'est pas parce que je dors pas. Hein, ça n'a rien à voir. 80% des troubles mentaux sont associés à des troubles du sommeil. Alors après, on peut toujours dire, oui, mais est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que je dors mal parce que je me sens pas bien? Est-ce que je me sens pas bien parce que je dors mal? Mais plus je me sens mal, moins je dors. Plus je me sens mal, moins je dors. On peut essayer d'inverser ce cercle vicieux et en faire un cercle vertueux. Je dors un peu mieux, je me sens un peu mieux. Je dors un peu mieux, je me sens beaucoup mieux, etc. Ces trois piliers-là sont tout simples. Il faut être sorti de Saint-Cyr pour y penser. N'empêche que si vous misez là-dessus, vous aurez des résultats rapides, concrets, vous allez penser à vous autrement, vous allez vous voir autrement dans le regard des autres aussi. Il ne s'agit pas de performance, il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit vraiment de prendre soin de soi et de se considérer comme le meilleur ami de son corps déjà, et que lui-même est aussi notre meilleur ami. Et ça, c'est un pas de géant pour être le meilleur ami de soi-même, point de vue cognitif, c'est-à-dire dans la façon dont on va se regarder. Moi, je miserais un peu à la Oscar Wilde qui disait « il faut soigner l'âme par les sens et les sens par l'âme ». Pour être son meilleur ami dans la tête, il faut déjà l'être dans le corps. C'est une marque de respect. Mais alors justement, pour arriver à mettre tout ça en place, il faut déjà être son meilleur ami. Parce qu'il faut avoir suffisamment de bienveillance envers soi pour oui. Prendre soin de soi, en fait, en quelque sorte. Oui, mais il ne faut pas faire des efforts considérables. Il y a ce qu'on appelle le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible en psycho. C'est-à-dire, on ne vous demande pas du jour au lendemain de courir tous les jours. C'est pas ça. Mais ok, je ne sais pas, vous avez l'habitude de prendre l'escalier, de prendre l'ascenseur. Prenez l'escalier pendant 2, 3, 4, 5 jours. C'est rien de plus. Voilà, vous avez l'habitude de manger des cochonneries, mangez une cochonnerie de moins par jour. Rien de plus, vraiment. Il faut ruser. Avec lui, là-haut, qui va dire « Oh non, non, j'ai pas envie de changer ». Non, mais je ne change pas, je change un détail, tu peux me le faire. Bon, ok, c'est le pied dans la porte, ça s'appelle ça en psychosocial. C'est des techniques de manipulation, on peut s'auto-manipuler. Un tout petit truc qui ne se refuse pas. Ok, donc on augmente la probabilité d'obtenir un deuxième truc qui ne se refuse pas non plus. 3, 4, puis après, c'est une pente naturelle qu'on suit. C'est ce que disait Milton Erickson, un tout petit changement peut avoir oui, c'est une espèce d'effet papillon, effet papillon appliqué à soi-même, dans le sens positif. Ok. Donc vient maintenant le moment d'hypnose, si tu es prêt. Juste, je réglais un petit truc sur ma pompe, justement, qui disait je suis pas contente, je suis pas contente. C'est bon. Donc du coup, c'est ok pour toi? Parfait. Alors, il y a un pré-talk avant ce moment d'hypnose? Bah, je pense qu'il a fait un super bon pré-talk pour moi, qui est en fait, pas fait exprès. qui est l'idée de dire ne cherchez pas à avoir un résultat extraordinaire dès le début avec ce qu'on va faire. Par contre, voyez-le comme le premier petit pas que vous pouvez mettre en avant pour apprendre à découvrir ce meilleur ami intérieur. Et peu importe ce qui s'y passe, ce premier petit pas peut être suivi d'autres petits pas qui un jour vont faire que ça fonctionnera vraiment. Et si on garde ça en tête, il n'y a plus de « ça marche pas, je ne suis pas réceptif, ça ne fonctionne pas ». J'ai fait un premier pas et quels sont les autres pas que je vais mettre en place pour que ça fonctionne. Moi, j'ai mis des années avant d'avoir le premier résultat. Je n'ai pas lâché, un pas après l'autre, ça a fonctionné. Donc ça a fonctionné sur moi, ça peut fonctionner sur n'importe qui. Prêt à tenter l'aventure? Moi? Bah, c'est-à-dire... Alors, il y a des toilettes pour que j'aille pleurer après? Il y a des toilettes partout. Tu vas pouvoir pleurer dans toutes les toilettes que tu veux. Super. Alors, je suis un petit peu coincé. Hop, tac. Alors du coup, c'est bon? Alors. C'est le moment d'hypnose. Yes, vous allez mettre les mains comme ça. L'idée, c'est donc de faire venir son meilleur ami. Mais on va le faire en petites étapes. Comme je le disais tout à l'heure, dans un premier temps, on va juste fermer les yeux et se concentrer sur les sensations qu'il y a au niveau des mains. L'objectif est d'essayer de rajouter une image, une métaphore, dont l'intention est de faire en sorte que les mains se rapprochent toutes seules, l'une vers l'autre.
Ça peut être des gros aimants, ils peuvent avoir la couleur que vous voulez, les formes que vous voulez. L'important, c'est d'essayer de les visualiser le mieux possible. Chez certains, ça va aller très vite. Les mains se rapprochent, on voit Catherine déjà, les mains se touchent presque. Il y en a, ça va être un petit peu plus long. L'important, c'est de jouer avec son imaginaire et d'essayer d'aller vers quelque chose de plus en plus loufoque. C'est-à-dire que si vous imaginez des aimants qui sont très conceptuels, qui sont gris, noirs, ronds, carrés, et là je viens de toucher 99% de la population, changez-les. Mettez des couleurs un peu plus funky, du rose fluo, du vert, amusez-vous, changez leur forme, s'ils peuvent être beaucoup plus rigolos, etc. L'objectif étant de sentir que ça bouge vraiment tout seul. On peut essayer de le sentir de manière très subjective en mesurant sur une échelle de 1 à 10, par exemple, à combien ça bouge tout seul. Dites-le dans votre tête, tout simplement, et on refera l'exercice petit à petit tout au long pour voir si ça évolue. Si une métaphore n'est pas suffisamment forte, prenez l'habitude d'en rajouter une autre par-dessus. Alors soit on peut raconter une histoire, et on se sert des premiers aimants ou autre chose pour ensuite venir raconter une histoire qui va venir rendre l'expérience globale encore plus folle. On peut rajouter des sons, on peut rajouter des sensations, des odeurs, tout ce que l'on veut. L'objectif étant que ça bouge encore plus tout seul. Si les mains se touchent, elles peuvent ensuite s'écarter, elles peuvent monter, descendre, en suivant votre imaginaire. C'est-à-dire que les mains vont guider les mouvements en fonction de ce que vous imaginez. Mais petit à petit, et c'est peut-être déjà le cas parce que j'en ai parlé tout à l'heure, donc du coup les inconscients des fois sont un petit peu gourmands et on n'a pas le temps de leur dire que tout, ils ont déjà pris le chemin. Ensuite on enlève l'imaginaire. Alors ceux chez qui il ne se passe rien, eh ben c'est pas grave. Il faudra continuer à réessayer, il faudra chercher sur nos sites, on a des vidéos qui permettent de s'entraîner petit à petit, à aller de plus en plus loin. Mais chez les personnes chez qui ça bouge bien et que vous sentez que ça bouge tout seul, on enlève l'imaginaire. C'est-à-dire on ne cherche plus à aider les mouvements, on cherche à les observer. Je deviens spectateur de ce qui se passe et on observe le corps qui bouge. Les mains peuvent se rapprocher encore, elles peuvent s'écarter, elles peuvent monter, elles peuvent descendre librement. Et là, je vais juste laisser un petit moment pour que vous puissiez goûter un petit peu à cette rencontre-là. Prenez le temps de ressentir chaque petit mouvement. Parce que si je dis qu'il y a des mouvements dans les mains, souvent il y en a aussi dans les doigts, des petits spasmes. Il peut y en avoir au niveau des poignets. Ça peut être un poignet qui pivote, qui se redresse. Le bras peut défier la gravité, il peut redescendre, il peut aller un peu derrière, il peut aller devant. Et ce qui est très important, c'est de prendre le temps. En jouant avec ces sensations-là, petit à petit, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul à l'intérieur. Dans le sens où, même si c'est purement automatique, même s'il n'y a pas l'équivalent de mon ami Lélé à moi en train de bouger les bras, on s'en fout. L'important, c'est de se dire, il y a quelque chose, un mécanisme là qui est en train d'opérer. Et si ça ne le fait pas sur vous qui nous regardez, ça le fait déjà sur eux. Et ils ne font pas semblant. Il se passe quelque chose, c'est possible. Et donc tout le monde en est capable. Et à partir du moment où on ressent qu'il se passe quelque chose, on aimerait bien qu'il vienne un petit peu plus au premier plan, ce quelque chose. On aimerait faire sa rencontre, on aimerait savoir un petit peu comment il pourrait nous aider. Et pendant que vous continuez à ressentir ces mouvements, j'aimerais dire quelque chose en particulier. C'est une métaphore que j'utilise beaucoup. La métaphore justement de l'amitié, où quand on parle de meilleur ami, le meilleur ami, ce n'est pas celui qu'on va voir une fois tous les 4 ans, juste parce qu'on a besoin d'un service. Donc si vous allez voir votre inconscient alors que vous n'êtes pas allé le voir depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, avec l'intention en disant « Bon, inconscient, j'ai besoin de ça, hein. Je veux du bien-être, de la détente, de la relaxation, du bonheur, donc allez, vas-y, envoie-moi le bonheur. » Ça ne marchera pas. Une relation d'amitié, elle se crée, elle se développe, elle s'entretient. Et donc, ce premier pas que l'on fait là, n'ayez pas trop d'exigences avec la volonté que l'inconscient vienne comme étant, ça y est, votre sauveur qui va vous faire l'expérience de grâce comme l'a eu Jean-François. Certains l'ont, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ne l'attendez surtout pas. Faites juste ce premier pas. Et l'exercice qui va suivre, c'est le fameux test d'indépendance. C'est là que l'on va jouer avec cette autre partie de nous. Et ce jeu, il est important puisque si vous êtes dans la dynamique de trop exiger, vous risquez de l'écraser. Un peu à l'image d'un bras de fer. Si je fais un bras de fer avec un enfant de 5 ans, que je souhaite éduquer à développer un petit peu sa force musculaire,
Si je le fais uniquement pour lui montrer que c'est moi le plus fort, je lui écrase le bras, je lui déboîte l'épaule, ça n'a aucun sens. Votre inconscient, là, il n'est pas habitué à faire ces mouvements-là. Imaginez que vous allez juste chercher à mettre la toute petite force, la plus minimale possible, pour partir à sa rencontre. Et comment ça va se passer? On va demander à l'inconscient de faire se rapprocher les mains jusqu'à ce qu'elles se touchent. Et vous, consciemment, vous allez émettre de l'imaginaire, des métaphores, des choses qui vont chercher à le freiner. Comme si vous mettiez des petites interférences pour chercher à freiner le mouvement. Gardez bien en tête cette image du bras de fer. Si vous mettez des grosses métaphores énormes et que du coup plus rien ne bouge, c'est que c'est trop fort. Si ça continue à se rapprocher trop vite, c'est que c'est pas assez fort. Et dans le cas où même les métaphores ne sont pas assez fortes, on peut ensuite contracter musculairement pour partir à la rencontre de cet inconscient, jouer avec, et on va essayer de trouver le bon dosage pour être vraiment bien connecté avec cette partie de nous-mêmes et jouer ensemble. De telle sorte que l'inconscient lui rapproche les mains de toutes ses forces, autant qu'il peut, jusqu'à ce qu'elles se touchent. Et vous, consciemment, vous allez tout faire pour mettre des interférences pour que ça s'écarte, et trouver la bonne justesse. Et en fait, c'est comme une rencontre où d'égal à égal, la force de l'inconscient augmente, augmente, augmente petit à petit. Et nous, on augmente nos interférences. La force de l'inconscient augmente à nouveau et on augmente nos interférences. Et à un moment donné, il peut y avoir comme des petits tremblements. Catherine le fait très bien. Et en fait, on sent ce jeu, c'est purement ludique, c'est une découverte. Et c'est hyper important de faire cette rencontre sans enjeu. Parce que si tout de suite on met de l'enjeu de inconscient, soigne-moi, guéris-moi, aide-moi, il n'est pas notre meilleur ami en fait. C'est comme si il était notre servant et ça ne va pas. Là, on le découvre, on joue ensemble, on s'amuse, jusqu'à ce que les mains se touchent. Et peu importe en fait chez vous quand les mains se touchent, juste laissez libre votre inconscient de bouger. Si jamais le rythme avec lequel j'ai parlé là ne convient pas parce que les mains s'étaient déjà touchées, parce que ça allait pas assez vite, c'est normal, je le fais de manière générique là, je m'appuie un peu sur ce que vit Catherine et Jean-François. L'objectif, c'est que vous puissiez, pourquoi pas, refaire cet exercice ensuite chez vous, vous amuser, vous entraîner, en gardant bien en tête qu'il y a une première phase avec l'imaginaire, c'est-à-dire je développe des mouvements inconscients grâce à mon imaginaire, les mains vont bouger. Une fois que je suis en confiance et en sécurité, j'enlève mon imaginaire et je deviens petit à petit spectateur des mouvements. Une fois que là encore, tout se passe bien, on prépare le jeu. On met les mains comme ça, on demande à l'inconscient de remettre les mains un peu écartées, et alors, on lui demande de faire rapprocher les mains et on lance l'aventure du test d'indépendance, où on met des interférences, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine, à la hauteur de sa force, pas trop fort, mais quand même suffisamment pour qu'il y ait cette rencontre. Et une fois que les mains se touchent, ensuite on laisse bouger librement. Et l'objectif, c'est de mesurer encore sur cette échelle de 1 à 10 à combien ça bouge tout seul. Et en fait, vous allez voir la différence entre le début, quand on le fait avec l'imaginaire, et la fin, quand on le fait ensuite complètement libre, après le test d'indépendance, où là, alors là, ça donne des sensations assez extraordinaires. Moi, c'est très régulièrement qu'on me dit ça bouge à 12 sur 10, 14 sur 10, parce qu'on a des sensations assez particulières que vous avez peut-être pu toucher du doigt. On peut ressentir des fourmillements, on peut ressentir des engourdissements, on peut ressentir comme si tout d'un coup tout devenait chaud, froid dans les mains, dans les bras. Ces sensations-là marquent la dissociation, marquent la présence de ce meilleur ami qui essaie de venir. Et je vous laisse vraiment l'opportunité de pouvoir le découvrir chacun à votre rythme. Et j'espère que ce petit exercice, vous le ferez, vous le testerez comme un premier pas, non pas comme une finalité. Et je pense que Jean-François l'a très bien dit, ce premier pas, il en amène d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Et laissez votre inconscient vous raconter votre plus belle histoire. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Ensuite, et enfin, à ne pas sous-estimer, du coup j'attendais un petit peu de voir comment ça se passe, il y a une phase qui peut être très importante aussi, qu'on oublie souvent de parler, c'est le réveil. C'est-à-dire que quand on fait cet exercice-là, on peut avoir l'impression après de planer un petit peu, d'être un peu vaporeux, d'être un peu dans les nuages, etc. Et comme là vous êtes en autonomie, c'est hyper important de se donner du dynamisme, du peps. Donc là on peut prendre de grandes inspirations, on essaie de bouger, on essaie de se redresser. Il faut avoir le côté un peu théâtral. On surjoue un petit peu pour se réveiller, se reconnecter. Donc n'hésitez pas à le faire. Respirez fort, jouez, bougez, on s'étire. Et le but, c'est de bien se reconnecter à la réalité.
en fonction de ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui vont faire cet exercice-là, ça ne va absolument pas les faire partir dans un état comme ça, un peu vaporeux, mais il y en a chez qui ça peut produire des petits effets sympas comme ça, un peu comme si on avait fumé un pétard. Donc là, si vous avez cet état-là, tout de suite, on pense au réveil, on pense à revenir en pleine forme en se donnant une belle énergie. Bien. Comment ça, comme si on avait fumé un pétard? Tu veux dire que ça Vous l'avez pas s'apparente senti là, le côté oh je suis trop bien, je plane. On ne fume pas de pétard. Est-ce que c'est bien compris? L'hypnose est beaucoup mieux, beaucoup plus Il n'y a pas besoin, safe. c'est ça qui est génial. Moi, avec Street Hypnose dans la rue, les gens ils nous disent justement on peut faire des trucs rigolos comme ça, et en fait des personnes qui n'ont jamais fumé, qui vont vivre quelque chose d'extraordinaire, mais justement grâce à leur esprit. On leur dit bah tiens, votre imaginaire il va jouer comme si vous étiez complètement bourré, comme si vous aviez fumé, et il n'y a pas besoin de le faire. Ils vont vivre des choses extraordinaires, ils vont être morts de rire, ils vont planer complètement. Ce qui est important, c'est l'image qu'on s'en fait. Et du coup, on peut jouer avec ce genre de choses et c'est très très rigolo. Donc surtout, faites de la street hypnose plutôt que de fumer. Très bien. Et donc du coup, on se réveille bien là, on peut se réveiller bien parce que moi, finalement, avec cette thèse d'indépendance, ce qui est très rigolo, moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est que je pousse, enfin, j'invente quelque chose pour que mes mains se rapprochent. Enfin, c'est le contraire là, pour qu'elles s'écartent et qu'elles ne se rapprochent pas. Donc j'avais mis un étai et j'ai vu mon étai, poum poum, voilà, et la deuxième fois, je me suis amusée à le faire. Donc là, c'était un ballon. Et du coup, mes mains faisaient comme ça, comme si j'avais un ballon pour chercher à aplatir ce ballon de plus en plus. Est-ce que tu as pensé à mesurer sur une échelle de 1 à 10 à combien ça a bougé tout seul quand ça a bougé tout à l'heure? Ah bah, j'étais bien là. Bien. Très très bien. Oui, j'étais entre 8 et 10. Cool. J'ai bien vérifié plusieurs fois. Ben moi, mon inconscient ne s'appelle pas Nami Lélé, mais Valérie Giscard d'Estaing, j'ai l'impression, parce que j'ai joué de l'accordéon, mais au ralenti, voilà. Et il y a un moment où, oui, il y a un moment où ça marchait très bien pour se rapprocher, puis ça a décidé que non, on va s'écarter. Okay. Et comme si j'accueillais quelque chose. Tac. Et après, j'ai dû me fixer à peu près comme ça, je suppose. Et là, c'est comme si j'étreignais quelqu'un. Ah. Et après, les mains ont commencé à faire ça, comme si elles allaient se joindre. Oh là là. Ça raconte une histoire. Attention, je ne sais pas quelle va être ton interprétation et quelle Valérie, sors de ce corps. Je sais, dans ce côté de réunion finalement amicale. Oh, oui. Ou transcendantale. Ouais, je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. Je suis un vieux peace and love maintenant. Ok, super. Donc, si on veut te rencontrer, Jean-Emmanuel, c'est possible, il faut aller à Toulouse. Wow, déjà sur Internet, ça peut être une première rencontre. Déjà sur Internet, c'est vrai qu'en plus tu as... Onkar. Sur Onkar, donc Onkar, c'est la méthode que tu as développée, tu lui as donné ce nom qui t'est venu justement de ton inconscient peut-être? Non, c'est un nom vraiment que j'ai découvert qu'un jour sur Internet. C'est le rugissement d'une douzaine de lions au rythme des tambours. C'est un nom qui voulait soi-disant dire ça en tout cas. Et en fait, je l'ai choisi parce que c'était un nom très bizarre à prononcer, etc. J'avais besoin en fait de me différencier énormément, de pouvoir créer ma patte et qu'on ne puisse pas me l'emprunter parce que street hypnose, c'est un mot que j'ai popularisé, mais ensuite tout le monde a fait des formations street hypnose. Et donc, j'ai eu un petit pincement de me dire, oh, j'aimerais bien faire quelque chose qui, là, ça me parle, Nami Lélé, c'est quand même mon cœur, c'est moi, j'y mets mes tripes. Si c'est pour que derrière, il y en ait d'autres qui fassent la même chose que moi, je ne veux pas m'appeler l'école de l'écriture automatique, qu'après, il y en ait d'autres écoles de l'écriture automatique ou je ne sais quoi. Donc là, Onkar, c'est voilà, personne ne va pouvoir me piquer ce nom-là, personne n'aura envie de me piquer ce nom-là. Et donc, H-U-N-K-2-A-R. Donc, on rencontre son inconscient, donc après, on peut discuter avec lui tous les jours de sa vie, en fait, on n'est jamais tout seul. C'est une hygiène de vie, je pense, c'est important, en fait. Un meilleur ami, si c'est notre meilleur ami, il faut qu'il y ait quand même une relation étroite, il faut qu'il y ait de la collaboration, de l'échange, du partage, et pas juste des appels à l'aide. Et donc ça, je pense que c'est vraiment crucial dans notre méthode, c'est que si vous voulez un bon relationnel et qu'à un moment donné, le jour où vous avez vraiment besoin d'aide, votre inconscient réponde présent du tac au tac, vous avez tout intérêt en fait à entretenir le relationnel un peu tous les jours. Alors, ça ne veut pas dire que moi je fais de l'auto-hypnose tous les jours avec Nami Lélé, machin, pas du tout. Mais c'est une hygiène de vie qu'on acquiert petit à petit où régulièrement il y a des interactions, il y a des échanges, il y a des séances qui sont faites. Et même dans mes projets en fait. Je me suis amusé, là, en ce moment la mode c'est les intelligences artificielles. J'ai écrit une petite intelligence artificielle qui ressemble à Nami Lélé avec lesquelles les gens peuvent discuter avec.
c'est des pensées en fait, c'est des actes qui vont dans ce sens-là. Et je pense que c'est hyper important de cultiver ça pour que notre corps ensuite nous le rende bien. Et moi, je le vois sur moi, c'est le jour et la nuit. Donc il y a un cheminement spirituel quand même, parce qu'on était là, on parlait de cheminement en fait, d'aller vers soi, de pouvoir s'aimer, de pouvoir s'accepter, de pouvoir se regarder avec bienveillance, de pouvoir éprouver des émotions de toute nature. Tu parlais d'un inconscient parfois un peu exigeant, qui exige ou qui demande, qui a une aspiration spirituelle. Dans les premières séances, En continuité en fait. les inconscients sont très exigeants au début, dans les premières séances. Ils arrivent, ils sont en souffrance. Pour beaucoup, c'est j'ai besoin d'aide, il faut me libérer de poids, du passé, de choses. Mais une fois que cette première étape est passée, qu'il y a une vraie sécurité qui se crée dans les échanges, après on est beaucoup plus dans une Alors, collaboration de décomposition en fait, des premiers pas à effectuer, des choses à mettre en place. C'est plus une collaboration presque d'égal à égal. Alors qu'au début, non, quand on accède à l'inconscient, il y a quelque chose de très spirituel qui émerge. donc il y a d'abord cette espèce d'appel au secours de ces émotions refoulées qui n'ont pas pu s'exprimer, etc. Donc il y a une espèce de nettoyage Oui, émotionnel. ça passe souvent par là au début. Voilà, donc ça serait la première étape, la première Pas couche. obligatoire. Pas Non, forcément, pas d'accord. obligatoire. Mais Ouais, ouais. pour les personnes qui ont un trop-plein, et bon, dans notre société aujourd'hui, avec le Covid, le machin, il y a quand même beaucoup de trop-plein. Donc c'est vrai que ça vient quand même régulièrement, plus ou moins. Et ensuite, cette quête spirituelle, c'est l'histoire propre de l'inconscient. Donc c'est vrai qu'un inconscient qui dit je suis un ange gardien, ou je suis Dieu Tout-Puissant, ou je viens d'une planète X ou Y, ou je suis un animal totem, par exemple, j'incarne pour toi l'aigle et la force, il va y avoir peut-être un côté plus spirituel qu'un inconscient qui dit je suis une petite souris. Ou peut-être juste je suis une part de toi, enfant. Il y a un côté peut-être moins spirituel, mais pas moins intéressant et moins puissant pour autant. Et en fait, la clé pour moi, c'est pas la recherche de la spiritualité, de vouloir que son inconscient soit grand. Cet inconscient, si on écoute son histoire, il nous complète. Il nous raconte qui on est, d'où on vient. Il nous aide à nous trouver, à faire des choses qu'on aime dans la vie. Et en fait, pour moi, la clé de cet inconscient, la spiritualité, si on veut l'appeler comme ça, c'est de me permettre de faire dans mon quotidien ce que j'aime. D'accord. S'il m'aide à faire ce que j'aime dans mon quotidien, en fait, je suis bien. Et donc, si dans mon quotidien, ce qui, moi, me fait du bien, c'est de prendre soin de mon corps, par exemple, quelquefois, c'est vrai que moi, j'ai eu le cas, par exemple, je me suis privé de sport pendant 15 ans à cause de mon diabète. Dès que je courais, je faisais une hypoglycémie. Je ne pouvais pas. Et jusqu'à ce que Nami Lélé me fasse comprendre que ce qu'il a dit, mais il le dit que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça quand on a justement, moi je cours 5 minutes, je fais une hypo, je cours 2 minutes, je fais une hypo, et à chaque fois je sors, limite je dois courir, je sors avec 2 bananes, un iced tea, c'est pas possible. Et en fait, juste en décomposant, en marchant, en courant ensuite 30 secondes, mais j'y arrivais pas. Tout seul, j'y arrivais pas. Et en fait, le fait d'avoir cet ami intérieur qui me coach, qui me pousse, qui me dit vas-y, courage, accroche-toi, j'ai réussi à passer à l'action. Et donc en fait, pour toutes les personnes qui quelquefois se sentent un peu bloquées ou ont du mal justement à trouver la capacité à décomposer, à y aller pas à pas, je trouve que cet ami intérieur, c'est un super bon coach. Bien. Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire, tout ce que tu voulais transmettre? Il y a des Non, questions? j'aurais jamais dit ce que je voulais dire. Je vais toujours dire non, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. J'ai essayé vraiment de transmettre moi ce qui me parle, ce qui moi me fait vibrer. Et après, que tous ceux qui écoutent et qui ont envie de découvrir leur ami intérieur puissent le faire à leur rythme, à leur façon, leur manière, que ce soit en faisant les 3 petites étapes, que ce soit en discutant avec leur inconscient, que ce soit en jouant du tambour, que ce soit en faisant de la danse, que ce soit en chantant. Trouvez votre voix, mais allez chercher un petit peu à l'intérieur. Et une dernière chose qui me paraît vraiment capitale, c'est de ne pas chercher, parce que je l'ai fait pendant des années et que ça, pour le coup, ça fait partie, non pas de mes regrets, mais de mes apprentissages. Je cherchais un idéal dans le futur. J'aimerais être comme si, je voudrais être comme si, je voudrais arrêter ceci, je voudrais réussir à faire cela. Et qu'en fait, en me concentrant sur le passé, de voir déjà tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai réussi à accomplir, tout ce que j'ai réussi à faire, de dire, waouh, c'est quand même pas mal, tout ce que j'ai accompli, de dire, j'en retire une petite fierté, et de regarder derrière et d'en retirer une petite fierté permet davantage de passer à l'action que de regarder devant, loin, de dire j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, où au final on ne bouge pas. Et je pense que ce regard dans le passé là, il connecte très fort à cet ami intérieur là. D'accomplissement. Est-ce que cet inconscient que tu connectes, après, il va te raconter ta meilleure histoire? Ah, j'en suis convaincu.
Donc ça te J'en ai parle assisté ça? à Est-ce des que tu peux belles histoires. expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire davantage? Parce qu'on peut arriver justement avec une mauvaise vision, même du passé, sans vouloir être je ne sais pas qui dans le futur, mais déjà reconsidérer son passé en C'est disant ça. ça c'est pas bien, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, je me suis comporté comme ça, ah si j'avais su peut-être que, etc. Et Exactement. donc du coup, vas-y, Bah, raconte la un petit clé, peu. c'est justement de dire, moi, dans mon passé, j'ai des souffrances, j'ai des traumas. Je peux dire, ah bah là là, oui, ma mère ceci, mon père cela, ils m'ont fait souffrir, etc. Dire, ok, je peux certes faire ça, ou je peux me libérer émotionnellement de ce poids-là pour ensuite en faire un apprentissage, une arme, quelque chose qui va me servir. Et que ce soit, mais dans des trucs vraiment extrêmes, des personnes qui vont vivre des abus sexuels, qui vont vivre des traumas très graves, euh, la possibilité un jour de dire je me retourne, je regarde derrière et en fait c'est devenu une force. C'est grâce à ça, c'est non plus à cause de ça, c'est grâce à ça que j'ai pu en arriver là, faire ci et faire ça. L'exemple typiquement le diabète. Pendant longtemps c'est le diabète, c'est horrible, c'est H24, c'est tout le temps, même là ça a sonné ma pompe pendant l'émission. C'est pénible, mais tout ce que ça m'a apporté, street hypnose, Onkar, Namilele, tout ça, j'aurais pas eu ça en fait sans le diabète. J'aurais pas appelé mon ange gardien si j'avais pas eu cette alerte rouge de qu'est-ce qui m'arrive, je suis malade, les médecins savent pas ce que j'ai, c'est trop bizarre. Et, et aujourd'hui, quand je regarde mon diabète, je dis merci quoi, merci mon diabète, c'est grâce à ça que j'en suis là. Et je pense que c'est hyper important d'aller chercher dans son passé justement ce qui nous a fait énormément souffrir et avec cet ami intérieur de raconter une histoire. Moi, l'histoire que je me suis racontée, c'est que c'est grâce au diabète que j'ai pu rentrer dans le monde de l'hypnose, c'est grâce au diabète que j'ai pu me rencontrer, et c'est grâce au diabète que je suis vivant aujourd'hui, que je me sens vivant aujourd'hui. Et j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais je le sens déjà, c'est palpable. Je pense que c'est déjà une belle victoire. Ouais, c'est important ça, parce que moi aussi pendant des années je me suis dit, oh là là, j'ai sérieusement déconné à l'adolescence, j'aurais pas dû faire tout ça, j'ai pas eu une vie normale, j'ai pas eu des relations normales, enfin, j'ai perdu du temps. Mais avec du recul, je m'aperçois que je ne changerai rien. Tu as rattrapé du temps parce que tu sors quand même 5 livres par an. Ouais, je ne changerai rien parce que je n'écrirai pas de bouquin, je n'aurai pas cette vie de famille-là non plus, j'en aurai une autre qui serait à mon avis moins bien. Bref, je pense que je m'emmerderai dans la vie. Donc c'était très bien à un moment de frôler le précipice et de s'arrêter à temps. On a 31 secrets pour résister à la pression d'après Gaston Lagaffe. Ouais. Voilà. La psychologie des animaux. Voilà. Les rescapés du burn-out. Une BD. Une BD. Vient de sortir. Absolument. Bref de nain. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est les bons mots de mes enfants que j'ai collectés pendant 10 ans. Il doit y en avoir 5 ou 600 là-dedans. Donc bref de nain, t'appelles tes enfants tes nains, d'accord? Oh ben non, c'était juste pour le titre. Voilà, les 5 cailloux à retirer de votre chaussure pour fonctionner bien dans la vie, c'est ça? Avec 18 psys interviewés pour me dire quelles sont les 5 difficultés à surmonter d'après eux. Voilà, avec 18 intervenants éminents, dont toi, c'est dire. Exactement. Je suis. Tu m'as posé quelles étaient la question des 5 cailloux. J'ai répondu et je vois que je suis très bien entourée. Emmanuel, Piquet, voilà, et tant d'autres qui sont aussi qui me tiennent compagnie dans ce livre. Et moi, je suis dans la psycho qui rend fou. Et toi, tu es Voilà. là, tu es représenté dans cette psycho qui rend fou. Qui rend fou ou qui rend pas fou, justement. Qui rend décalé, on va dire, mais voilà, qui donne prend un peut-être un chemin- autre regard sur les Qui choses. donne un chemin non d'ordinaire Oui, et qui ne fabrique pas forcément des gens malheureux. exactement. Voilà. Exactement. Tiens, puisqu'on est dans une émission sur l'hypnose, on peut citer François Roustan, qui est un très grand hypnothérapeute français. J'ai eu la chance de le rencontrer 1 ou 2 fois. Et il disait, nous ne sommes pas des malades, nous sommes des maladroits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on accomplit, on se dit, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas normal, etc. Non, à chaque fois, on essaie de faire de son mieux avec les informations qui sont à notre disposition, avec le degré de maturité qui est le nôtre, avec les rencontres qui sont sur notre route, on essaie de faire de son mieux. Alors parfois on est maladroit, parfois ça échoue, mais on n'est pas fondamentalement mauvais, coupable ou destiné à être malheureux. Donc, il y a une belle rencontre qu'on peut faire sur son chemin. C'est la rencontre de son inconscient. J'espère qu'on vous aura convaincu, en tout cas donné envie de quitter les états ordinaires de conscience pour pouvoir communiquer avec notre meilleur ami qui est donc à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vachement rassurant finalement de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut s'aimer. Je m'aime. Et donc voilà le mot de la fin. À bientôt sur ABC Talk TV. Si vous avez aimé l'émission, si vous avez des commentaires à donner, c'est juste en dessous
la vidéo. On compte sur vous. À bientôt.